Salut, c'est Matt et bienvenue encore une fois pour un nouvel épisode des unboxings de ma collection de comics. Suite à mon déménagement, tous mes comics sont dans des petits cartons et on va ouvrir ces cartons ensemble afin de pouvoir jeter un œil à ma collection de comics et puis après je vais pouvoir les ranger à leur place dans des belles étagères. Alors on va commencer avec un comics qui pour moi était un peu décevant. Le contenu est très bien, c'est l'édition qui m'a un peu gonflé puisque ceci est l'édition luxe de Lock & Key. Alors c'est la troisième édition de Lock & Key en France. On a d'abord eu une édition d'album à la taille des comics en souple, puis une édition d'album à la taille comics en volume rigide qu'on a déjà vu dans cette émission. Voilà, c'est ceux-là qui sont beaucoup plus petits. Et ensuite, il y a une édition luxe qui est sortie. Donc on voit que le bouquin est beaucoup plus grand et que l'idée c'est de pouvoir profiter d'un format étendu pour ce bouquin. Et donc je trouvais que c'était une super idée d'avoir un format luxe pour cette BD, pour pouvoir profiter des dessins de Gabriel Rodriguez qui sont mortels et tout ça machin. A priori, j'ai dû être le seul puisque ce bouquin n'a pas dû rencontrer son public, c'est ce que j'imagine, puisqu'il n'y a jamais eu de suite. Et donc j'ai le tome 1 dans cette édition-là, une édition qui a été abandonnée puisque vous connaissez les éditions actuelles de Lock & Key qui reprennent en fait 2 volumes, comme ça, avec un dos qui ressemble un peu à un dos d'un livre de la Pléiade ou d'un livre un peu classe. Qu'avait votre grand-père dans ses étagères, bref. Tout ça pour dire que ça a été abandonné et que c'est un peu dommage d'avoir un gros bouquin très joli qui nous aura fait croire qu'on allait pouvoir avoir cette nouvelle collection et finalement d'avoir jamais suivi le truc. Bref, j'étais un peu déçu. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je suis désolé pour les gens qui aiment Marvel et qui aiment DC. Là-dedans, il y a du Urban Indies et donc c'est principalement des titres indépendants. On a par exemple vous pouvez les voir. On a par exemple les premiers tomes tac tac de Black Science, qui est la série de Rick Remender et de Matteo Scalera. Black Science tome 1, Black Science tome 2, Black Science tome 3. Je me suis arrêté au tome 3 de la série parce que je la trouve un peu dure à lire épisode par épisode et il faut vraiment se rentrer dans l'univers et lire les épisodes et les volumes à la suite pour vraiment comprendre tous les enjeux de ce truc là. Et donc je me suis arrêté parce que je n'ai pas eu le temps de reprendre la lecture des 3 premiers tomes au moment de la sortie du tome 4 de Black Science. Mais c'est très bien, c'est une histoire de voyage dans le temps et d'une famille qui est perdue au travers des époques. Autre série un peu compliquée, c'est East of West, qui sort là encore une fois chez Urban Comics, puisque là il y a les 6 premiers tomes de cette série, qui est en fait une série impossible à résumer. C'est une uchronie dans une Amérique divisée, il y a les cavaliers de l'Apocalypse qui viennent de réapparaître, il y a des créatures, il y a des monstres, il y a une nouvelle religion, il y a beaucoup de choses, c'est un univers hyper dense et c'est une série complètement prenante et formidable. Je trouve que sur le dernier volume ça prend un peu son temps. On nous tease une guerre qui doit arriver et qui pour l'instant n'arrive pas. Et donc tout ça traîne un peu en ce moment. Mais je ne désespère pas que l'action revienne et c'est dessiné par Nick Dracota et c'est formidable. À mon humble avis, c'est une excellente série. C'est ce que je pense en tout cas. Et donc je vous le dis, puisque vous êtes là pour ça. On a les 2 premiers tomes de la série Fable, donc dans sa version fine, tome 1 et tome 2. Ça sort en intégrale maintenant, donc voilà, il faudrait passer à des nouveaux tomes, mon petit matounet. On a les dossiers de Hellblazer, qui sont des histoires indépendantes autour du personnage de Hellblazer. On a une histoire qui est dessinée par Sean Murphy, que peut-être vous connaissez, dont vous avez pu entendre parler. Et on a une histoire dessinée par Jock, qui sont 2 auteurs un peu chouchous de Urban Comics, j'ai l'impression. On a Rat Queens que j'ai adoré. Rat Queens, c'est 4 nanas qui sont des chasseuses de monstres dans un univers un peu heroic fantasy machin, mais ce sont des chasseuses de monstres qui ont une sexualité, qui aiment l'alcool et qui aiment faire la fête. Et donc c'est pas des petits anges et des petites princesses, c'est vraiment des femmes libérées, tu sais, c'est pas si facile. On a Rocket Girl qui était hyper bien. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Je me souviens que c'était une bonne surprise, Rocket Girl. Je m'attendais à un truc un peu nunuche, un peu con. Et non, ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, voilà, c'est un truc de SF avec une fille qui a l'air d'avoir une roquette. Il y a une histoire de robot, il me semble, là-dedans. Mais voilà, je ne sais plus vraiment. Mais ça m'a laissé un très bon souvenir, une très bonne impression. On a les 3 tomes qui composent l'intégrale de Top 10. Donc c'est la série de Alan Moore qui raconte la vie d'un commissariat comme les autres, dans une ville comme les autres, à part que tous les habitants et les personnages sont des super-héros. Et ça joue voilà, sur la nature aussi de ces personnages. Typiquement, il y a celui-là
qui est un homme chien et qui a pourtant il est dans le corps d'un chien, mais il a des envies d'humain quoi. Et du coup, à quel moment est-ce que ces délires amoureux deviennent de la zoophilie? Il y a ce genre de questions, par exemple, un peu étrange. Il y a le premier tome de Susan Bastard, j'ai pas acheté la suite, je l'ai lu en dématérialisé, et Susan Bastard c'est très bien. C'est très bien. C'est l'histoire de Jason Aaron et c'est des aventures, des histoires qui se passent dans un bled un peu paumé dans le fin fond de l'Amérique. C'est un peu ce qu'aurait donné Sheriff et moi peur si ça avait vraiment mal tourné et c'était vraiment badass. Et puis on a la série The Six Gun. Alors The Six Gun ça commence bien, mais en fait le fait qu'il n'y ait pas de fin, ça m'a un peu gêné. Je pense que le premier tome est très bien, et la série pourrait se suffire à elle-même dans ce premier tome. C'est une série qui est pilotée du coup par Cullen Bunn, qui se passe dans une époque un peu Far West, western, et dans lequel il y a des pistolets qui ont des pouvoirs. Et je trouve ça dommage que la série continue, puisque la suite en fait est pas utile à la série. C'est pour ça que je me suis arrêté au 4, on doit être au 6 aujourd'hui de cette série chez Urban Indies. Carton suivant. Oui les amis, oui je vous entends appeler un carton suivant. Et ce prochain carton, il est ici, il est avec nous, et nous allons pouvoir l'ouvrir. Alors j'espère qu'il y a un peu de autre chose que de l'indé pour pas que tu râles mon grand. Déjà on a 300, la série de Frank Miller aux éditions. Il y a beaucoup de Marvel qui arrivent, et puis du bon Marvel. On a du coup 300, la série de Frank Miller aux éditions Rackham. 300, si tu n'as pas lu le livre, tu as peut-être vu le film. Et 300, qu'est-ce que je peux en dire? C'est compliqué à résumer. C'est beau, ça a l'air d'être une aventure un peu à l'époque. Mais ça raconte plein de choses sur nous en fait, et sur les peuples, et sur tout ce genre de choses. Bref. J'ai chez Noé Félix la compilation des épisodes de Fighting America, qui était au début un clone de Captain America, fait par Joe Simon, et qui est devenu rapidement un truc un peu parodique. Et du coup ce sont des vieux épisodes, hein, bien sûr, et c'est très intéressant comme document historique. On a des trucs de Wenga, on a Léviathan par exemple de Wenga, et on a Ultra Duck. Et Ultra Duck c'est un super héros canard, ça ressemble un peu à l'univers de Disney, voilà. Et ça sortait chez Wenga. On a aussi Cockman et Poussin qui est une super héros parodique de Cyril Murano. Alors là c'est pareil, c'est dommage. Cockman et Poussin, le tome 1 il est en rigide, le tome 2 il est en souple. Le tome 1 il est grand et le tome 2 il est petit. Du coup on peut pas les mettre côte à côte. C'est un peu con, et surtout il correspond à... Enfin voilà, c'est un peu chiant d'avoir encore une fois plein de formats différents dans les étagères. C'est chiant, hein, ça a l'air de rien, mais voilà, c'est un peu relou. Il y a les deux tomes chez Delcourt de la série Incognito de Ed Brubaker et Sean Phillips. Incognito, c'est un type qui est dans un programme gouvernemental pour protéger ton identité parce que tu as collaboré et dénoncé des méchants, et il va choisir de quand même avoir une vie super héroïque. Et donc comment est-ce que tu fais pour garder ton identité secrète qui est censée ne pas exister et en même temps être un super héros. Et ça c'est hyper bien, Incognito. Et ensuite on a des épisodes Gold de l'éditeur Marvel Comics. On a déjà pu apercevoir le gant de l'infini. On va aussi avoir sous les yeux les origines de Wolverine. Mais on va commencer... Oh là là, ils sont tout sales ces bouquins, trop bizarre. Mais on va commencer avec l'ère d'Apocalypse, qui est un gros crossover Marvel de 1996, je pense, par lequel j'ai découvert Joe et Madureira. Et l'idée c'est que Apocalypse a gagné en fait, et donc on est propulsé dans un monde où il y a des versions alternatives de nos personnages. Par exemple Wolverine a perdu une main ou ce genre de choses, les équipes sont pas les mêmes, Magneto, enfin bref, c'était hyper bien l'ère d'Apocalypse à l'époque. Donc il y a 4 tomes pour l'ère d'Apocalypse, et il y a le prélude qui raconte comment est-ce que cette époque a été conçue, pourquoi est-ce qu'on est dans cette époque alternative de l'ère d'Apocalypse. Et ça vous le saurez évidemment en lisant le prélude à l'ère d'Apocalypse, hein. Je vais pas non plus tout vous dévoiler. C'était hyper bien, ça fait partie des crossovers des années 90 qui ont mal vieilli si vous les avez pas aimés à l'époque, mais voilà,
qui ont été marquants pour une génération de lecteurs dont je fais partie. On a aussi dans ces bouquins de la collection Best of Marvel les origines, donc la première série Wolverine The Origins de Joe Quesada. C'est Jenkins, c'est ça? Oui. Piloté par Quesada, écrit par Jenkins, dessiné par Kubert, voilà. Et pareil, qui était intéressante parce que ça dévoilait enfin le vrai nom, à peu près l'âge de Wolverine, qui était un mystère dans les années 90, on n'avait pas le droit de le dire, ils ont commencé les années 2000 en révélant ce truc-là, et qui en plus proposait des dessins non ancrés, et donc ça donnait un style un peu particulier, c'est des dessins au crayon, directement colorisés, et qu'on a publié tel quel, pour lequel il n'y a pas eu d'ancrage. Et il y a après les bouquins de la trilogie du Gant de l'Infini, puisqu'on a le Gant de l'Infini, mais aussi la croisade de l'infini, qui s'appelait la croisade cosmique quand j'étais petit, et puis la guerre de l'infini, et qui sont en fait du coup des événements qui inspirent les films Marvel actuellement. L'idée c'est que Thanos a récupéré le gant de l'infini et que donc il peut contrôler le temps, la réalité, le pouvoir, l'âme, l'esprit et l'espace, et du coup il est devenu omnipotent et il faut absolument l'arrêter. Et donc ça a fait intervenir un personnage que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Adam Warlock, dont on entend parler à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 2. Si vous avez revu le Blu-ray, regardez la scène post-générique. Et du coup, ce personnage-là, pour être neutre, a fait disparaître tout le bien et tout le mal qu'il y avait en lui, qui se sont incarnés en deux personnages qui vont être des personnages gentils et méchants. Et notamment, voilà, la partie gentille, c'est elle, et elle veut faire le bien à tout prix. Et donc, elle va déclencher encore une fois une guerre. Et donc, ça fait partie des grandes crises Marvel des années 90, qui servent de prétexte à voir nos héros préférés se taper joyeusement. Dans les autres épisodes historiques, la mort de Captain Marvel, de Jim Starlin, c'est la première fois qu'un super-héros mourait pour de vrai dans l'univers Marvel, et il meurt pour un truc, il a un cancer en fait. Et c'est un épisode qui a fait date dans l'histoire des comics, c'est un épisode historique que tout bon collectionneur comme moi se devait de posséder, et donc c'est chose faite. Et dans ce bouquin, on a Deadpool les origines, c'est les deux premières mini-séries consacrées à Deadpool. La première était dessinée par un certain Joe Madureira, qui a fait une certaine carrière depuis. Et la deuxième mini-série est dessinée par Ian Churchill. Ça sortait dans Strange à l'époque. Et les épisodes de Strange, on les verra aussi, puisque j'ai ces Strange de l'époque. Voilà. Et c'était l'époque où Deadpool était très différent. C'était un mercenaire, il faisait un peu moins de blagues, il n'avait pas de voix dans la tête, c'était pas le personnage que vous imaginez aujourd'hui en fait. On a Clandestine, qui est l'histoire, alors c'est un jeu de mots, clandestine. En fait, c'est Destine, et c'est un clan. En fait, c'est ça la blague. Et parce que c'est une famille qui a des pouvoirs. Et c'est écrit par Alan Davis. Et Alan Davis, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et cette série-là, elle est un peu moins bien que ce qu'il a pu faire. Voilà. Et toujours dans le Alan Davis, on a ses premiers épisodes sur Captain Britain, qui est un personnage qui m'a particulièrement marqué parce que Captain Britain, c'est un des héros de la série Excalibur qui sortait dans Titan, qui était déjà dessiné par Alan Davis et écrite par Chris Claremont, si je dis pas de bêtises. Et c'est une des premières séries que j'ai vraiment suivies et collectionnées, où je cherchais à rattraper les numéros de Titan pour vraiment suivre cette série-là. Et c'était hyper marrant, ils avaient une sorte de train, ils se baladaient dans plein d'univers alternatifs, de réalités alternatives de l'univers Marvel, toujours en lien un peu avec Merlin et avec l'Angleterre. Donc ça donnait une touche très particulière, c'est une sorte de... il y avait bien les Vengeurs de la Côte Ouest, du coup Excalibur c'est un peu les X-Men d'Angleterre. Et franchement, ça m'avait laissé un souvenir assez impérissable, et donc quand j'ai vu que les épisodes d'Alan Davis sur Captain Britain sortaient dans cette collection Best of Marvel, eh bien je me suis jeté dessus. Voilà. On va se jeter sur un troisième carton. C'est la mode en ce moment, on arrive à faire 3 cartons par émission. Troisième carton, et après on s'arrêtera là. Petit secret de fabrication, ce n'est pas le premier unboxing que je tourne ce soir, et j'en ai un peu marre de parler tout seul face à des cartons dans mon petit bureau qui me sert de BD room de comics. Voilà. Mais c'est amusant à faire, hein. Et ce soir j'en ai fait trop, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a des bouquins à l'envers, ce qui va nous permettre d'admirer la tranche de ces livres. La tranche, l'endroit où le livre est tranché. Et c'est sur le dos que le titre du livre est marqué. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces bouquins? On a le Batman Black and White, tome 1 et tome 2, sorti chez Urban Comics, avec au milieu un masque de Lego Batman. Vu que ça dépasse, il doit y avoir d'autres trucs par ici. Voilà, il y a un autre masque de Lego Batman, donc c'est Lego Batwoman ici présente, et ici on doit avoir le vrai Lego Batman. Donc tout le monde est là, je crois que tout le monde est là. On a
Les épisodes Justice League, volume 1, volume 2, c'est la version New 52 de la Justice League. On a une belle plaque en métal. C'est Semic qui publie ces trucs là, voilà, qui m'a été offert lors d'une commande dans un comic shop. J'achète pas ce genre de truc d'habitude. Je te jure, j'achète pas ce genre de truc d'habitude. On a le Batman année 1, mais aussi le Batman année 1. Alors vous allez me dire quelle est la différence à part le petit sticker. Et ben il y a le petit sticker, ça fait partie des premiers trucs qui ont été publiés par Urban Comics. Et pourquoi je les ai gardés? Parce que vous avez le collectionneur jusqu'au bout, parce que ce n'est pas le même dos en fait, c'est pas le même titrage, c'est pas du tout la même chose, c'est pas écrit de la même façon, c'est pas, voilà. Et donc il fallait garder les deux éditions. Ne le dites pas à ma copine parce qu'elle va encore péter les plombs. On a aussi le Batman Un Long Halloween dans cette édition Urban Comics. Donc c'est Jeff Loeb et Tim Sale, qui fait partie à mon avis des titres indispensables de Batman. On a aussi Batman des Ombres dans la Nuit, qui est une compilation d'histoires de Jeff Loeb et Tim Sale. On a ensuite le Batman Dark Victory, qui est la suite de Un Long Halloween, en gros. On a ensuite Un Deuil dans la Famille. Laissez-moi deviner, ça doit être Killing Joke. On a Killing Joke. Et ensuite on va avoir Batman Silence, voilà, très bien. C'est facile à reconnaître, c'est le carton dans lequel pour moi il y a les histoires essentielles de Batman. Et Batman Silence, en plus c'est hyper beau, c'est dessiné par Jim Lee, c'est écrit par Jeff Loeb. Et ça permet d'avoir ce qui est à mon avis les histoires essentielles consacrées à Batman. Et elles étaient dans ce carton, vous l'aurez remarqué, par ordre chronologique. On a d'abord Batman année 1 dans ces deux éditions. On a ensuite ce qui pourrait être le Batman année 2. On a ensuite des histoires des mêmes auteurs, puis le Batman année 3. Ensuite on a la mort du premier Robin, la mort du deuxième Robin d'ailleurs, l'événement marquant dans la vie de Batman. Ensuite le Killing Joke de Alan Moore, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et qui a traumatisé une partie des lecteurs. Et puis ensuite le Batman Silence, qui est le Batman que je mets entre les mains des gens qui veulent se mettre aux comics et qui n'ont jamais lu de Batman en particulier, parce que ça passe tout seul. Le côté blockbuster et le fait qu'il y ait plein d'ennemis de Batman à l'intérieur donne un bon aperçu de l'univers du héros. Bref. Maintenant, je vais aller ranger tout ça dans les étagères. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir assisté à cette nouvelle édition des unboxings de ma collection de comics. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la chaîne, même jour, même heure. Et je vous invite, comme d'habitude, à partager, liker, commenter et surtout à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur ces comics, si vous avez lu des trucs que j'ai présentés ce soir et si j'ai réussi à vous faire acheter des comics depuis le début de cette émission. Je m'appelle Matt et on se retrouve donc la semaine prochaine sur cette chaîne. A plus.